Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère, on va se régaler ensemble. Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je suis très fière de recevoir pour le tout premier épisode des personnalités ambitieuses, passionnantes, passionnées, expérimentées, remplies de belles valeurs qui font écho aux miennes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être entourés de Damien Duquesne. Bonjour Damien. Bonjour. Sophie Gobert. Bonjour. Florian Mézot. Bonjour. 3 personnalités qui ont pour valeur, mission et ambition de faire régner la belle gastronomie dans notre France, sur notre terroir, sur notre terre et dans nos cœurs. Alors Damien, vous êtes le cofondateur du site de recettes 750 grammes, puis ensuite un restaurant. Pourquoi ce nom, 750 grammes ? 750 grammes, c'est mon frère Jean-Baptiste, qui est absolument passionné de vin, et c'est plus qu'une passion. Il avait créé le premier site web de vin qui s'appelait 75centilitres.com. Et moi, j'étais commis, un petit peu chef à l'époque. Il me dit, donne-moi des recettes pour mettre sur mon site de vin. Je donne des recettes et il s'aperçoit que les recettes plaisent et intéressent beaucoup plus les Français que les données techniques du vin. Mmh. Donc, il a l'idée de dire 75 centilitres, on va prendre le poids et ça devient 750 grammes. Alors, c'est pas un coup marketing extraordinaire, parce qu'il a fallu l'assumer, parce que derrière, on avait Marmiton quand même. Marmiton, ça claque, et nous, 750 grammes, on a un peu ramé pour arriver site numéro 2 de la cuisine, et imposer ce nom. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ah oui, je connais, mais… » Moi, je pensais que c'était lié à la pâtisserie, en fait. Et non. Et alors, c'est rigolo, parce que les gens disent « C'est le poids du steak ». Non, pas du tout. Ça fait un bon steak. C'est le poids d'une bouteille de vin. D'ailleurs, je suis venu avec mon sommelier. Très important. Très bien. Et mon frère fait du vin aujourd'hui. Ok. Super. Voilà. Et comment tu es passé en fait du site internet à l'ouverture de ton restaurant ? En fait, on a revendu le site, donc j'ai eu un petit peu d'argent. Et puis, comme je suis quelqu'un un petit peu d'action, je me suis dit, mais avoir de l'argent sur un compte en banque ne m'intéresse pas du tout. Et autant le dépenser, autant le claquer et faire un truc rigolo. Et c'était pas du tout rigolo, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai ouvert un restaurant. Et je croyais que c'était fun, parce que je voyais des mecs à la télé en disant « Waouh, c'est cool, etc. » Mais en fait, C'était en août 2015. Ouais. Hein, en fait, c'est un métier qui est très dur, passionnant, extraordinaire, mais si vous avez de l'argent à placer, franchement… Le conseil de chef Damien. En fait, il y a 2 très beaux jours dans la vie d'un restaurant, c'est quand on l'achète et quand on le revend. Et entre, c'est une galère sans nom, mais c'est… Non, je déconne, mais on s'éclate. C'est un très beau métier, mais c'est très, très dur, mais quel métier. Alors justement, la problématique d'aujourd'hui, c'est le recrutement dans les restaurants. Comment toi, tu gères ça ? Parce que moi, j'ai beaucoup de confrères qui disent que c'est très, très compliqué. Ouais. À la fois de donner envie de venir dans un restaurant travailler, parce que c'est passionnant, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Bon, on va parler cash. Parlons cash. Ici, on est cash. En fait, moi, je travaille qu'avec des étudiants en salle. Enfin, j'ai une vraie équipe de cuisine, des gars un petit peu solides, qui sont là depuis l'ouverture. Et j'ai décidé de ne travailler plus qu'avec des étudiants. Moi, je suis prof à la base, je suis prof de cuisine, et j'adore les jeunes, j'adore former, etc. Donc, je me suis séparé un petit peu, ils se sont séparés de moi, de tous les professionnels serveurs. J'avais des incompatibilités d'amour avec eux. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même passion, la même envie. Et aujourd'hui, j'ai que des étudiants. J'ai une poule d'à peu près 20 étudiants qui viennent à la carte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la moitié des étudiants qui travaillent chez moi sont d'abord des clients. Ils sont venus manger avec leurs parents, ils sont venus manger en famille avec leurs copains, etc. Ils ont kiffé le restaurant.
et ils disent « j'aimerais travailler dans un restaurant comme ça parce qu'on voit que ça a du sens ». Et je pense qu'aujourd'hui, si vous allez dans un restaurant qui est un peu fatigué, avec des serveurs un peu fatigués, vous n'allez pas faire rêver les jeunes. Donc, et là, ils aiment parce qu'il y a de l'engagement, il y a de l'implication. Il y a une implication. Les étudiants, ils mangent ce qu'ils veulent à la carte dans le restaurant. Ils sont bien traités. Hier soir, on a battu un record et on a ouvert une bouteille de Condrieu. Enfin voilà, on fait des choses sérieuses. Alors Condrieu, pour ceux qui ne connaissent pas le très bon vin de Condrieu, chef Damien. C'est tout simplement. Soyons pédagogiques. Alors, c'est tout simplement, pour parler d'argent, c'est tout simplement le vin le plus cher de ma carte. et chaque fois que je bats un record, j'offre des très belles bouteilles à ces jeunes pour qu'ils s'éduquent, pour qu'ils goûtent des choses. Il peut y avoir des Chablis Grand Cru, etc. Parce qu'il faut savoir remercier, il faut savoir encourager. Et aujourd'hui, je fais pas le malin, parce que j'ai un restaurant simple, moi. Que le gamin, il serve à droite, à gauche, du moment qu'il ait le sourire et qu'il ait de l'amour, le reste, je m'en fiche, moi. En fait, je crois que je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le premier podcast, parce que tu es très anticonventionnel et très anticonformiste, comme un petit peu moi. Ouais, donc, ça résonne beaucoup. Mais ici, on a autour de la table pas mal de gens qui ont des projets aussi anticonformistes, où on voit des choses qui se passent, et puis on a des gens qui se disent « je veux faire autrement, je vais ouvrir une épicerie alors, oh là là, alors, mais c'est la transition. La transition. En fait, c'est mon podcast. C'est ça, c'est notre podcast. Donc, effectivement, j'ai la chance, le privilège aussi d'avoir à ma table Florian Mézot, qui a ouvert une épicerie, effectivement, autour des produits du Limousin, en mars 2021, qui s'appelle Fiertil. Déjà, peux-tu me dire quelle est la genèse du nom de l'entreprise ? Alors, si je peux me permettre, c'est une idée qui est née durant le confinement. On s'emmerdait tous à ce moment-là. Et puis on avait tous envie de changer le monde, de tout claquer et de tout remettre sur la table un petit peu dans l'ordre. Et j'ai eu l'envie, peut-être un peu folle, de valoriser mon Limousin et de peut-être avoir la prétention de dire qu'on pouvait bien y manger et qu'on pouvait même exporter cette alimentation plutôt pas mal en région parisienne. J'ai décidé de l'appeler Fiertil parce que pour moi, il faut être fier de manger sur nos terres fertiles. Il faut être fier du terroir français. Il faut être fier de nos artisans et de nos agriculteurs. Voilà. Certains disent que ce sont des bouseux et moi, je pense que ce sont plutôt des gens qui nous font manger. Et parfois, on dit que sans paysans, il n'y a pas de pays. Alors, j'imagine que c'est vrai. En tout cas, les clients me le font comprendre Alors, si je peux me permettre, Florian, moi, je suis la première à dire, moi, je suis chef, que je ne suis qu'une transformatrice. C'est-à-dire que sans les maraîchers, sans les poissonniers, sans les bouchers, sans les artisans, sans les agriculteurs qui nous donnent toutes les ressources, je ne pourrais rien faire. Exactement. Donc, c'est extrêmement important de les valoriser. Et du coup, cette idée du terroir, c'est vrai que je pense qu'il faut aussi être capable de l'encenser et non pas de dire que voilà, c'est la campagne et que la campagne ne vaut rien par rapport à Paris. Donc, ton projet est extrêmement beau. Sur ta page Instagram, j'ai lu ton ambition qui disait, je reprends tes termes, « J'ai souhaité créer un écosystème équitable pour une chaîne alimentaire durable avec la confiance des gourmets ». Explique-moi ce credo. Travailler avec les artisans et les agriculteurs, c'est très très dur parce que y a du travail, il y a de la saison, il y a des problématiques météorologiques, il y a des problèmes de pénurie, puis il y a des problèmes de logistique. Donc travailler avec des artisans et des agriculteurs, c'est compliqué et effectivement, il faut admettre ne plus avoir de confiture, ne plus avoir de porc cul noir, ne plus avoir de miel de châtaignier. Enfin, l'idée, c'était de montrer aux gourmets que s'ils souhaitaient manger tout au long de l'année des choses bonnes, il fallait qu'ils acceptent, 1, de payer le prix, 2, d'accepter les saisons, et puis 3, d'accepter aussi que, oui, la myrtille sauvage, il n'y en a pas tout le temps, ou que la bolognaise ou notre bœuf tomate, effectivement, il n'y en a plus et il n'y en aura que dans 3 mois parce qu'il faut que les animaux se forment. C'est compliqué, en fait, pour un Parisien de se dire moi, j'aime bien votre confiture pomme noisette et je pourrais la retrouver que dans 3 mois. Bon, je vais aller ailleurs. Alors, c'est souvent ce qu'on me dit. En fait, c'est gérer la frustration, en fait, aussi. Oui, de ne pas avoir tout de suite ce qu'on veut. Oui, mais c'est vrai que manger, en fait, c'est pas uniquement appuyer sur un bouton, c'est soutenir un savoir-faire, c'est soutenir
l'agriculture, l'artisanat, un savoir-faire. Et ça, c'est très, très frustrant pour le consommateur parce que depuis le plus jeune âge, on nous a éduqués à acheter un prix et à aussi faire comme le copain, comme le voisin et comme la publicité. Ce qui m'interpelle encore, c'est qu'aujourd'hui, quand on ouvre la télé, quand on ouvre un prospectus, quand on va dans un magasin, la première chose qui nous parle, c'est la promotion, c'est l'offre, c'est la quantité. Alors que chez Fertile, c'est complètement l'inverse. On est sur un écosystème durable, c'est-à-dire qu'on imagine avoir toute l'année, et cela pendant plusieurs années, la même chose, mais il faut respecter à la fois l'humain, à la fois la nature et à la fois les fonctions support. Merci beaucoup, Florian. Après, je suis un peu jaloux de ton nom. Hein. C'est très bien trouvé. C'est super. C'est super bien trouvé. Vraiment, c'est très trouvé. Franchement, bravo à toi. Moi, j'ai suivi en plus l'aventure du début. Et il explose parce que je pense qu'il est vraiment dans la compréhension du vrai, du vrai manger, du manger vrai, du pur, du brut. Et je crois qu'on est en recherche de sens aussi par rapport à tout ça aujourd'hui. Donc, alors, si je peux me permettre, je peux remercier aujourd'hui, je ne sais pas s'ils l'écouteront, mais j'essaierai de leur transmettre l'école HEC, donc qui est une école de commerce à Paris, qui a sélectionné le projet pour le présenter à leurs étudiants master et leur montrer que finalement, je crois qu'on avait oublié les RH dans leur formation et que finalement, on peut faire on peut avoir une très belle idée, on peut avoir l'envie de conquérir le monde, mais si on oublie l'humain, et finalement, l'activité ne va pas très très bien se développer, ou en tout cas, elle va se développer par force, et un jour, elle va dépasser les lignes rouges et elle va retomber comme un soufflet. Merci Florian. Merci à vous. Alors, je voudrais vous présenter ma troisième invitée, Sophie Gobert. Tu es consultante freelance en stratégie de communication et tu impulses des partenariats d'influence entre les marques et les chefs. Quel est exactement ton rôle, ton ambition et ta valeur ajoutée ? Alors moi, ce que j'adore faire, c'est créer des partenariats entre les marques et les chefs. Aller sonder au plus profond de l'ADN d'une marque, son âme, ses tripes, et aller chercher un chef qui va pouvoir l'incarner, l'amener plus loin. Donc il y a vraiment un travail d'audit, de compréhension, d'interview pour vraiment comprendre ce qu'est la marque. D'immersion. On pourrait dire ça. Ouais, complètement. Et moi, après, avec ma connaissance du milieu des chefs, je vais aller chercher le chef dont la personnalité va matcher avec cette marque. Donc il y a un premier travail assez intense de stratégie. Et après, il y a un travail très excitant et enthousiasmant de création, de conception-création de contenu pour aller storyteller le partenariat. Donc, je vais imaginer une série de contenus, photos et vidéos, pour raconter les fondamentaux de cette collaboration, expliquer pourquoi le chef fait ce partenariat, parce que moi, franchement, les partenariats qui ne font pas sens, c'est pas du tout ma tasse de thé. Malheureusement, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime, c'est vraiment faire ce que j'appelle des partenariats meaningful, hein, où du coup, c'est pas juste pour donner de la visibilité à une marque qu'un chef va faire ce sujet. C'est parce que lui-même est convaincu par la marque et qu'il a envie de la défendre. Et donc, après, je travaille en mode collectif avec un pool de partenaires photographes et réalisateurs pour produire les contenus. Et ça m'éclate. Depuis combien de temps tu fais ça ? Alors, je suis freelance depuis 3 ans. Avant, j'ai passé 16 ans en agence. Et le freelance me permet de constituer la feuille de route qui me fait rêver. Et ça, c'est génial. Je peux travailler comme je veux, faire ce que je veux et m'entourer de gens aussi passionnés que moi. Voilà. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, ton site s'intitule Sophie Brand Storyteller. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs néophytes ce qu'est le storytelling ? Alors, tous les mots en ing. Alors, moi, j'adore tous les mots en ing. Branding, storytelling. Alors, ma définition du storytelling, ce serait l'art et la manière de raconter de belles histoires. Mais je ne vais pas inventer des histoires. C'est pas pareil. Non. On n'est pas dans une fiction, on n'est pas dans un roman.
par rapport à ce que je disais tout à l'heure, d'aller sonder ce qu'il y a au plus profond de l'âme d'une marque, ce à quoi moi je m'attache, c'est d'aller storyteller la promesse, la personnalité, les valeurs d'une marque au travers d'un chef, et ce, dans un temps long. Parce que le storytelling, c'est entretenir l'intérêt sur un temps long. Et les réseaux sociaux amènent à ça, parce qu'on doit prendre la parole plusieurs fois par semaine, et donc il faut constamment renouveler l'intérêt. Et moi, je m'oppose, et je suis parfois révoltée contre la standardisation des contenus que l'on peut observer sur les réseaux sociaux. Quand même, il y a beaucoup de contenus, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et du coup, on ne peut pas venir défendre une identité, un art de vivre, une passion, parce qu'on fait exactement comme tout le monde. Donc moi, ce que je défends avec ma vision du storytelling, c'est justement de mettre une identité, quelque chose de spécifique, de vraiment identitaire et différenciant pour raconter l'art de vivre propre d'une marque. Et normalement, ça devrait marcher mieux. Tout à fait. Parce que c'est plus authentique. Engageant. C'est plus engageant. Ouais. Et ça sonne vrai, finalement. Je pense que là, déjà, le point commun, je prends mes petites notes, mais le point commun entre les trois, ce sont des convictions, la recherche de la vérité, du vrai, et le « je n'ai pas envie de tricher, je n'ai pas envie de montrer quelque chose qui n'est pas le vrai envers du décor », finalement. Ouais. Et je pense que c'est ce qui manque sur les réseaux sociaux, parce qu'on a tendance à vouloir faire la même chose pour finalement un résultat qui ne touche pas sa cible. Oui, et c'est autant la stratégie que l'exécution. Parce que les typologies de contenu sont tout le temps les mêmes. On voit les reels sur Instagram, c'est toujours les mêmes types d'images, de montages. C'est les mêmes photographes. Donc moi, j'ai justement là, essayé de m'entourer de photographes qui ont une patte spécifique, qui vont défendre des visions d'auteur pour justement, quand on voit une photo pour un de mes clients, c'est pas le même contenu qu'une autre marque. Alors justement, Sophie, j'ai ouï dire que tu étais focus sur un nouveau projet, un énième, qui t'exaltait beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, c'est la continuité de ce que je fais, mais moi aussi, je fais mon storytelling pour le raconter. Tu as bien raison. Parce que depuis 3 ans que je suis freelance, je travaille en collectif avec mes partenaires photographes et réalisateurs. Et cette notion de collectif, c'est ce que je vais cristalliser là, en cette rentrée, pour faire moi aussi mon branding. Et donc, on va donner corps à ce collectif au travers d'un nom, d'une mission, d'une promesse. Et notre promesse, ça va être justement de défendre un storytelling pointu au service des marques food et art de vivre. Donc, halte à cette standardisation de contenu. On va vraiment s'attacher à mettre le fond sur la table et choisir des partis pris pointus de réalisation et d'exécution, avec un choix de focale qui va correspondre à l'émotion qu'on veut transmettre, avec une direction artistique qui va nous immerger dans une histoire. Voilà. Ce collectif, dont je ne peux pas encore vous dévoiler le nom parce que le dépôt de marque est en cours. Nous patienterons. Voilà. Mais je vous dirai tout ça sur mes réseaux sociaux. C'est pas Firtil, hein. Non. C'est déjà déposé. Alors, si je reviens sur Firtil, justement, Florian, tu t'es installé en février dernier dans une boutique éphémère à Clamart, rue Paul Vaillant-Couturier. Je vous invite à aller voir cette petite épicerie formidable. Es-tu satisfait du taux de fréquentation ? Quel est le panier moyen et quels sont les produits fétiches ? Effectivement, alors je n'y croyais pas. J'ai ouvert cette épicerie éphémère, on va dire, effectivement, parce qu'on était de passage. Je dis on était parce qu'il y a un projet qui vise à s'installer dans ce joli quartier. Au début, les gens se posaient la question vos produits sont quand même chers, monsieur. C'est vrai que le miel, c'est un peu cher et puis en plus, il est un peu fort. Combien le miel ? Rappelle. Donc le miel, 500 grammes, il est à 16,90 € et les 3 pots sont à 35 €. Effectivement, c'est cher. Mais il faut savoir qu'il y a un travail de titan. Beaucoup de nos apiculteurs ont des problèmes de dos, c'est la vraie vérité. C'est un travail sans relâche. Quand il fait 35 ou 40 degrés, il faut aussi être en combinaison. Et je crois qu'aujourd'hui, et encore plus que jamais, si on n'achète pas le prix, on n'achète pas un produit à un prix convenable, en fait, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière.
Et c'est un petit peu la démarche. En tout cas, le miel, c'est un produit que j'ai voulu volontairement mettre un petit peu cher parce que le miel n'est pas un produit infini et c'est en fait pour moi un produit très rare. Et donc du coup, on doit le consommer avec parcimonie et pas forcément le manger à la petite cuillère comme certaines moutardes pour rester dans l'actualité. Et donc du coup, concernant votre question, la fréquentation, malheureusement, je ne touche pas tout le monde et les jeunes, parce que je suis beaucoup moins marketé comme certains cafés très connus. C'est pas une question de prix, c'est une question de marketing. C'est-à-dire que quand on passe devant mon épicerie, je ne suis pas sous enseigne, on n'a pas vu la publicité 40 fois sur les réseaux sociaux ou à la télé. Pourtant, le café est moins cher que certaines marques, mais on n'a pas ce pouvoir marketing qui donne envie de rentrer intuitivement. Donc, on va toucher les 45-90 ans, plutôt des femmes. Et notre fréquentation, on a entre 5 et 20 clients par jour avec un panier moyen à 40 €. C'est énorme. C'est-à-dire que les gens achètent une histoire. Et moi, j'adore les personnes qui rentrent dans l'épicerie et qui disent « Je ne veux rien acheter ». Parce que je leur réponds « Ça tombe bien, je n'ai rien à vendre. J'ai que des histoires à raconter ». Et bien évidemment, tout le monde repart avec son petit sac gourmand. Et la plus belle chose, c'est que les gens reviennent et que tous les jours, il y a de nouveaux clients. Et je pense que tu mérites ce succès. Merci beaucoup. Vraiment. Du coup, Damien, je rebondis. En off, on a beaucoup parlé d'écologie, Posément. de nature, très posément. Donc, tu as une vraie sensibilité assez exacerbée pour l'écologie. Et j'ai vu que tu avais fait, il y a quelques mois, une campagne pour créer une micro-ferme en permaculture. Non. Ok, j'ai mal bossé mon sujet. Attention, sur LinkedIn, c'est ce qu'il a noté. Non, impossible. Bref, Non. donc, mais on a discuté que tu avais un joli projet Ah oui. 360. Ah oui, alors Une enfin. certaine Oasis. D'accord. Est-ce que tu peux nous en Alors, dire plus? Oasis, c'est pas la marque dégueulasse Non, c'est pas qui empoisonne les enfants tous les jours. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, en fait, j'ai Est-ce que tu peux laisser mon petit pochon? Ouais, non, mais ça, j'aime bien. Je suis en train de faire des origamis. Parce que je suis toujours un peu hyperactif. Donc, ce beau projet. Donc, en fait, j'ai ouvert un restaurant et il y avait 5 énormes bacs de terre brûlée avec rien du tout, des gravats dedans, qui appartenaient à la copropriété en face. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je ne vais pas passer ma vie à travailler comme un chien avec des bacs de terre brûlée. Donc, j'ai commencé à mettre quelques sacs de terreau. J'ai commencé à mettre un petit bout de romarin, un petit bout de basilic. Et puis les voisins sont arrivés en disant « Mais touche pas à ma copropriété ». Alors j'ai dit « Écoute, il me dit « Faudrait qu'on fasse un... Tu vas faire quoi ?» J'ai dit « Je vais vous faire un jardin ». Le mec il m'a dit « Mais il faut qu'on fasse un contrat ». Nous on fait tout par contrat parce qu'ils avaient peur que je leur demande de l'argent. Alors j'étais en train de bêcher, j'ai dit « Le contrat c'est ma bêche, c'est l'assurance que ça va bien se passer ». Donc il m'a dit « Ok, on te fait confiance ». J'ai mis quelques tonnes de terreau, de terreau. J'ai commencé à mettre des plantes partout. J'ai 100 plantes aromatiques. Ça fait un peu jungle le truc. Puis j'ai construit un hôtel à insectes. Puis j'ai commencé à mettre des nichoirs à oiseaux, des nichoirs à hirondelles, des nichoirs à chauves-souris. Je mets des abreuvoirs à oiseaux, etc. Et miracle, une terre brûlée. On était à peu près comme à Dubaï à peu près. C'est devenu il y a des sauterelles, il y a des oiseaux qui nichent, etc. Il y a des vers de terre, il y a des coccinelles, il y a des gendarmes, etc. La vie revient, en fait. C'est un peu... C'est génial. C'est extraordinaire, quoi. Et j'ai vraiment ça. Et donc, je fais mes récoltes de plantes. On est autosuffisant en verveine, on est autosuffisant en pas mal d'herbes aromatiques. Je fais mes rhums arrangés avec les 10 herbes du jardin, les lauriers, des trucs comme ça, comme une sorte pas de gentiane, mais de bénédictine. Donc je fais ma bénédictine arrangée. Et en fait, c'est super encourageant parce que en fait, la vie repart et ça crée du lien social aussi. Les gens viennent. Moi, j'ai des mamies du quartier qui n'ont pas de jardin. Elles viennent se frotter les mains à la verveine. Des fois, elles me piquent des trucs de verveine pour se faire une tisane. J'ai le voisin du dessus qui dit « Je peux prendre un peu de romarin parce que je suis en train de faire un bourguignon, etc. »
Et il met du romarin dans son bourguignon. Moi, je kiffe les arbres aromatiques, j'en fous partout. Ah oui, non mais d'accord, mais moi je mets du thym. Mais pas... moi je mets du thym, du romarin, du laurier, de la sauge. Ah ouais, mais faut que ça... Faut que ça envoie. Et c'est très très bon pour la santé en plus, donc bien sûr, c'est incroyable. C'est clair. Donc voilà, et donc ça, puis après on a la chance d'avoir des startups comme Vépluche qui nous livrent tous les fruits et légumes en vélo électrique. On récupère tous les déchets. Nous, un verre d'eau de client, il est surtout pas mis à la poubelle. Hein. Le verre d'eau, il est... Quand on vide les verres pour les laver, on a un petit seau, tac, on récupère l'eau du verre d'eau, même la bière, on va arroser les plantes, etc. On essaye de faire bouger les choses. On ne va pas sauver le monde. On fait notre part, en fait, comme dans le colibri de Pierre Rabhi. Et puis on va... Explique l'idée du colibri. Il y a une légende amérindienne que racontait très bien Pierre Rabhi. Il y a un énorme incendie de forêt. Les animaux, ils n'ont pas la technicité des pompiers. Même on voit aujourd'hui que les pompiers, des fois, ils n'arrivent plus à maîtriser. Il y a un tout petit colibri, là, qui est un tout petit oiseau. Il court à la source, il prend 3 gouttes d'eau, il crache sur l'incendie, il fait des allers-retours. Tous les animaux terrassés, ils disent « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. » Il dit « Je sais, ça sert à rien, mais je fais ma part. » Et nous, on essaye de faire ça modestement. Et moi, très honnêtement, dans mon restaurant, si tous les produits que j'ai, s'il y a un produit que j'aime pas, je n'en vends pas, quoi. Je ne vends pas. Je fais pas de burger, je fais pas de Coca-Cola, je fais pas ces trucs-là, parce que ça ne me convient pas. Donc, je préfère perdre des clients. Bon, j'en perds pas beaucoup, hein. Je en gagne plus que j'en perds. Mais je préfère que de renier mes convictions. Par exemple, la dernière fois, il y a un touriste qui est venu avec une canette de Coca. Je dis, monsieur, ici, c'est comme si vous rentriez avec une bombe atomique dans le truc. Je dis, vous allez quitter l'établissement. Parce que le Coca-Cola est interdit dans cet établissement. Persona non grata. Et donc, il n'a pas compris. J'ai dit, mais monsieur, sortez de l'établissement. Voilà, je préfère perdre des clients que de vendre mon âme. Je pense nous, restaurateurs, on a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Il ne faut pas attendre les politiques, il faut qu'on fasse des choses. On doit éduquer les gens, comme Fiertil, hein, vous, quelque part, vous éduquez les gens, vous aidez les gens à grandir et à devenir plus intelligents. Et on doit avoir des convictions aussi écologiques qui doivent être marquées. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas de négociation. J'ai aucune négociation avec personne. C'est-à-dire que... Pas de compromis. C'est pas de compromis. Si quelqu'un rentre dans mon établissement et qu'il y a quelque chose qui ne lui convient pas, je lui dis, monsieur, levez-vous et quittez l'établissement. J'ai aucun souci à ça. Parce que tu vas jusqu'au bout de ce que tu penses. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans des mondes qui vont jusqu'au bout de nos convictions. Parce que quand on voit ce qui est en train de se passer, le futur mondial de foot, là, c'est une honte. C'est une honte. On devrait avoir honte. En fait, c'est des paradoxes et des contradictions en permanence. Et moi, je ne regarderai pas une image de ce mondial parce que je ne participe pas à cet écocide, quoi. Donc, tu ne vas pas organiser de... Bien sûr que non. Bien sûr que non. Visionnage dans ton restaurant. Non, on installe des bibliothèques, des salles de jeux, avec des jeux pour que les gens jouent, des jeux de société pour que les gens jouent ensemble. On est le contraire de ce monde que je ne veux pas, un monde de livraison, un monde ubérisé, etc. C'est pas mon monde, quoi. Je veux pas ça. Moi, je veux un quartier qui bouge, je veux une épicerie à côté de chez moi, je veux des paysans en France. Je veux pas me balader dans le Limousin dans 5 ans et voir que c'est un désert et qu'il y a plus de paysans. Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, tu prônes la convivialité aussi, tout simplement, et le fait d'être avec l'autre, ensemble. Oui, c'est ça. On est ensemble, quoi. On est ensemble, et puis on est ensemble, on est responsable des autres. C'est comme dans Le Petit Prince, hein. On est responsable, on est des autres, c'est-à-dire je suis responsable de ma... La dernière fois, il y a une mamie du quartier, elle descend... La même qui prend le romarin pour son bourguignon? Non, une autre. Elle me vole de la tisane. La dernière fois, j'ai une histoire vraie. Hein. Un mec, il arrive dans une impasse, il arrive, tac, il se gare discrètement, il regarde, tac, tac. Il m'a piqué toute l'oseille. J'avais un magnifique pied d'oseille. Ah, tu parlais vraiment de la plante. Il m'a piqué l'oseille. D'accord. Et il m'a rasé un énorme pied d'oseille. Non. Le mec, c'était prends l'oseille et tire-toi. Et il s'est tiré. Il avait l'impression que je n'avais pas vu, mais je suis très content qu'il fasse plaisir. Alors, j'aurais aimé qu'il me dise merci beaucoup pour l'oseille, mais non, il s'est barré avec mon oseille. Et du coup, c'est. Enfin, moi, je suis formidablement heureux, formidablement en colère, mais formidablement heureux de faire ma part et d'essayer de faire des choses. Tu vois, le jour où je vais crever, je me dirais, bah, tiens, j'ai essayé de faire un truc.
Voilà, c'est tout simplement. T'as laissé une trace avec du sens. Laisser une trace, je suis pas sûr. Non, mais dans ce que tu proposes, dans ce que tu prônes. Tu vois, tu parles de la jeunesse. Moi, j'ai été, avant d'être chef, j'ai été prof pendant 12 ans. Ouais. Prof de lettres, donc j'ouvrais à l'esprit critique, j'ouvrais au monde, j'ouvrais aussi à la tolérance, au fait de comprendre ce qui se passe autour de nous. Et je pense que là aussi, on a notre rôle en tant qu'éducateur, en tant qu'instructeur, de démontrer que voilà, la vie mérite aussi d'avoir des valeurs. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous perd aussi beaucoup dans la société aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on arrive à se raccrocher à ça avec vos belles convictions. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, on est avec un marketing qui nous écrase, un marketing de masse qui nous écrase et qui dit, oh là là. J'ai un client qui dit un coca, mais en fait c'est un réflexe comme un chien qui dirait tiens, il est l'heure d'aller bouffer, quoi. Donc lui qui dit un coca, mais je dis mais monsieur, on vend pas de poison ici. Et la personne répond quoi à cette il est très content, il me dit, et 99,9% disent c'est génial, c'est extraordinaire. Le mec il rentre en disant je veux un coca, tellement qu'il est habitué à marketer. C'est le formatage. Bam bam bam. Et on lui dit monsieur, on vend pas de poison ici. Et là le mec il dit ah oui, ben c'est super, je veux bien goûter. Et qu'est-ce que tu proposes alors? Qu'est-ce que tu proposes? Nous, on propose une alternative. On fait nous-mêmes notre cola, on fait nous-mêmes nos sodas sauvages de prairie, on fait des soldats alpins, etc. On a zéro plastique. Est-ce que tu peux nous dire où est ton restaurant magique? Magique, il est très modeste, surtout. Il est très modeste, très abordable. Et, non, mais vraiment, c'est quelque chose de... C'est très important pour moi, c'est parce que... Mais tu ne veux pas nous dire l'adresse? Non, parce qu'on n'a pas de numéro de téléphone. Bah non, mais on n'a pas de réservation, on n'a pas aucune communication sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Mais là, si on a envie d'y aller, nous. Mais je sais pas où c'est. Et les clients partant nous disent est-ce que je peux avoir une carte de visite? J'ai dit non, il n'y a pas de carte de visite ici, on n'imprime pas de papier, c'est trop compliqué. Est-ce qu'on peut se faire livrer ce soir? Surtout pas de livraison, bien évidemment, parce que moi, travailler avec des gens qui sont en dessous du SMIC et qui n'auront pas de retraite, ça ne m'intéresse pas. Donc, Deliveroo, Uber, tout ça, c'est un scandale sans nom, ce truc. Et donc, bien évidemment, il n'y a pas de livraison. J'ai une livraison, c'est-à-dire j'ai des gens très proches du quartier qui viennent, qui commandent et ils mangent dans l'assiette du restaurant. Et c'est pas consigné, bien sûr, c'est à la confiance. Ils me ramènent l'assiette le lendemain et ils partent avec le petit sachet de pain et les couverts du restaurant. En fait, ils ont pas de couverts. Mais je veux pas participer à ce monde, c'est tout. En fait, vous incitez à la responsabilité de chacun en disant je te propose une assiette et le bon sens doit faire que tu me la ramènes demain. Voilà, et je pense qu'on a 99% des assiettes qui reviennent. Et en plus, le client, il revient, et si on est bon, il nous achète un café tellement qu'il est content. Je plaisante, mais c'est pas le but. Mais stop. Il faut juste qu'on arrête le massacre, quoi. Parce qu'on est en plein massacre écologique, et si on continue... Enfin, moi, quand je vois des pauvres gars sur des mobylettes, ça me rend triste, quoi. Ils ont aucune couverture sociale. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est quoi ce monde, quoi? Ouais. Alors, est-ce que votre restaurant, finalement, touche toute la population, ou est-ce que vous êtes dit, finalement, peut-être que les 18-25 ans ont un petit peu de mal à franchir le cap, parce que justement, je ne suis pas assez marketé. Alors, nous, je fais le malin comme ça, mais le restaurant, il est beau, il est végétalisé, il a un côté un peu ingrégant. Déjà, ça attire. Et on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes, parce qu'on est très abordable, à nous. On a une offre à 16 € à midi. Moi, les étudiants, ils ont des prix spéciaux. C'est-à-dire que j'en avais marre de voir il y a 2 facs à côté. Je voyais des gamins, mais qui ne pouvaient pas rentrer chez moi parce que c'était trop cher. Donc, j'ai fait des offres boissons étudiantes. Moi, j'ai un étudiant, il vient tous les après-midi. Il me squatte une table de 4 pendant toute l'après-midi. Il prend un verre d'eau, un café, ça lui coûte 1 € et il reste 8-9 heures dans mon établissement. C'est génial. C'est ça, un restaurant. Et puis après, il y a des gens qui payent un petit peu plus cher. Mais j'ai des promos pour les étudiants. Je fais des prix spéciaux pour des personnes, des associations qui s'occupent du handicap, etc. Et puis après, il y a du business. Mais il y a des clubs de jeux qui viennent tous les samedis jouer chez moi, etc. Mais un restaurant, c'est ça. Mais si c'est juste faire du pognon, mais je fais pas. Hein. Alors, je gagne de l'argent, mais avec du sens. Donc c'est un vrai lieu de rendez-vous où chacun a sa place. Ouais, on essaye. Et puis il y a plein de jeunes. Moi, quand je vois des gamins qui ont 18-19 ans, mais j'ai même des lycéens qui ont 15-16 ans et qui viennent chez nous. Et je trouve ça génial, vraiment génial. Puis je vois, elles grattent leur monnaie, elles me payent avec 5 pièces de 20 centimes, mais c'est beau, quoi. C'est ça un restaurant. Et si on fait pas ça, mais on sert à rien. Franchement, on sert à rien.
Alors, c'est assez bouleversant et émouvant quand même ton discours, parce que c'est rempli d'amour, finalement. Ouais, alors c'est rempli d'amour, mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dès que tu fais un truc, waouh, c'est génial ce que tu fais, oh, c'est incroyable de faire traverser la mamie, lui tenir la main pour faire... Non, c'est normal. C'est normal. Et aujourd'hui, comme on a un siècle de bling-bling et de waouh, un peu à l'américaine, tu sais, that's amazing, et ce truc-là. Oh, it's amazing, etc. Merci, parce que là, je pense que Sophie, avec ses mots en ing... Tu vois, amazing, it's amazing. Mais non, c'est pas amazing, c'est normal. Ce qu'on fait, c'est normal. Ce que tu fais, c'est normal de... Enfin, tu vois, et maintenant, aujourd'hui, tu fais un truc, waouh, c'est incroyable. Mais non, mais attends, on a pété les plombs, quoi. C'est juste, franchement, honnêtement, c'est pas... Alors, j'ai une question importante. Je pense que le point commun, donc mon podcast s'appelle Passion sans modération, et je ne peux pas ne pas vous poser la question, pour vous, ce qu'est la passion. Donc, j'aimerais que chacun me donne sa définition de la passion. Florian. Par exemple, dans l'aventure Fertile, souvent les gens me disent « t'es un peu fou d'avoir entrepris, d'avoir quitté ton travail dans une institution ». Effectivement, j'étais bien au chaud et j'étais payé tous les mois. Aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, surtout les petites mamies qui me rencontrent et qui papotent parce qu'elles ont connu ces produits durant leur enfance. C'est les stars, les mamies, dans ce podcast. Exactement. Elles me disent « vous allez galérer, c'est compliqué ». Je lui dis « non, je fais juste quelque chose que j'aime ». Et je crois que la passion, c'est ça, c'est se lever le matin et ouvrir mon rideau comme un théâtre, faire monter les gens sur scène, discuter avec eux, leur faire vivre une aventure et le soir refermer le rideau et recommencer le lendemain. Je crois que la passion, c'est ça, c'est être libre et vivre selon ce que l'on aime. Voilà. C'est beau. C'est beau. Ouais. Damien ? Moi, la dernière fois, il y avait deux petits couples de jeunes, là, je sais pas, 25-30 ans. Puis ils ont passé la soirée en amoureux tous les deux. Puis ils nous voyaient courir dans tous les sens, etc. Charbonner comme des fous. Puis ils voyaient qu'il y avait quand même des choses qui se passaient, il y avait du rire. Puis à la fin, je passe à la table pour savoir s'ils étaient contents. Ils me disent, vous êtes heureux ? Est-ce que vous avez l'air très heureux ? Et je dis, mais attendez, je suis très très heureux. Et c'est vrai que je suis heureux parce que je suis libre. Je suis libre de mes choix. Je suis libre de mes erreurs aussi. Ça peut m'arriver de dire... Tiens, je fais un truc au restaurant, je suis sans filet. Si ça marche pas, c'est simplement ma faute. Et je leur demande de vous travailler dans quoi ? Et les deux, ils étaient bardés de diplômes, ils travaillaient dans des gros cabinets de finance. Et ils disent notre vie est horrible, en fait, elle n'a pas de sens. Mais alors, il peut y avoir de la finance positive. Attention, je suis pas. Oui, on n'est pas en train de cracher sur ce pan de métier. Mais eux, ils étaient dans un métier où ils s'éclataient pas. Ils gagnaient, je pense, beaucoup d'argent. Ils n'étaient au final pas très heureux. Et quand ils nous voyaient faire ce métier de charbonneur, pas très physique, quoi, tu vois, un peu presque à la mine, quoi. Et ils disaient, en fait, ce mec, il est heureux parce qu'il a la chance d'être libre, même si c'est dur. Et moi, il y a une, pour parler de la passion, il y a une fable de La Fontaine que j'adore. C'est le chien et le renard. J'adore cette fable. Vous la connaissez un petit peu ? Je vous la résume à ma façon. Allez-y. Et c'est un renard, et un jour, il est tout maigre, il vit dehors, etc. Et puis un jour, il rentre dans une cour de ferme et il voit un chien dans un chenil. Et ce chien, il est gras. C'est pas le chien et le loup ? Ouais, peut-être, ouais. Peut-être, excuse-moi. C'est le chien et le L'ancien loup. professeur de lettres. Ah oui, excuse-moi, putain, merde. C'est pas grave. le chien et le loup, t'as raison. Le chien et le loup, je elle est raconte très, façon. très belle. Et donc il voit le chien, il me dit, mais t'as l'air super bien. Et le chien, il dit, mais attends, mais viens avec moi, t'auras ta gamelle tous les midis, tous les soirs, t'auras ta paille fraîche, etc. Donc le loup, il commence à dire, oh, il regarde, il est hyper envieux, quoi. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que t'as autour du cou ? Et là, il dit, mais c'est une chaîne, c'est normal, c'est une chaîne. Et là, le loup, il dit, mais non, moi, je préfère repartir avec ma liberté. Et nous, je pense qu'on est un peu comme ça. Et cette fable, alors excusez-moi pour le renard. Non, mais elle résonne j'adore. Il n'y a pas un mois sans que je pense à cette fable. Ouais. Oui, parce qu'en fait, le loup est famélique dehors parce qu'il n'a pas forcément la nourriture qu'il veut. Le chien est très confort, dans la sécurité, mais finalement, c'est pas lui le plus heureux. Et on sait très bien que... Et la passion, c'est ça. Ouais, je crois que la passion, elle va aussi un peu avec la folie. C'est-à-dire qu'on a un brin de folie, je pense qu'on a... le risque. L'envie de risque. Une case qui est peut-être pas allumée ou trop allumée en haut, qui nous donne l'envie de crocher, d'avancer. C'est pas très normal tout ça. Qu'est-ce qui est normal ? Et Sophie, toi ? Alors moi, la définition de la passion. La passion, c'est quelque chose
qu'on a au plus profond de soi et qui nous anime. Et quand on a la chance d'en faire son métier, ce qui est mon cas, eh bien, ça m'amène à travailler sans avoir l'impression de travailler. Exactement. Et je pense que le dénominateur commun de ça, c'est vraiment cette idée de liberté. De dire qu'on a le choix de faire, de ne pas faire, de répondre à nos envies, que ça implique parfois aussi des contraintes, bien sûr, mais finalement, le rapport bénéfice-risque, on est sur 5 et 95%. Mais il y a toujours un déclic dans la passion. Il y a toujours une rencontre qui fait que, clac. Moi j'étais, quand j'ai fait mon école hôtelière, j'étais pas passionné par la cuisine. Hein. Puis un jour, paf, je travaille dans les étoilés, etc. Puis un jour, je rencontre une femme qui s'appelle Aline, autodidacte, bac plus 7 en psycho, bac plus 7 en truc, une intello un peu 68 arde, tu vois. Et je vais faire des extras chez elle, elle m'aura travaillé, elle m'a dit, Damien, tu travailles comme un idiot, tu fais n'importe quoi. Et elle m'explique, elle me dit, tu fais des grands gestes, tu gaspilles quand tu coupes. Moi, on coupait bien dans le carré, tu sais, à la méthode école hôtelière. Et elle me dit, ça n'a pas de sens. Et cette femme que je vois de temps en temps et que j'ai un respect extraordinaire pour elle, et j'ai jamais vu un grand chef comme elle, même si elle n'a pas de diplôme, elle m'explique, tu vois, il y a des saisons, il y a du sens écologique, il y a un respect du producteur. Elle m'amène il y a 30 ou 40 ans voir des producteurs en biodynamie, etc. Elle m'explique tout ça avec son mari, géologue, enfin, des intellos. Et elle me remet droit sur ce sens de la cuisine. Et aujourd'hui, en gros, il n'y a pas un truc que je fais sans penser à elle, en disant, mais en fait, c'est elle qui m'a tout appris. Et ça a été mon déclic passionnel, amoureux de la cuisine. Et d'ailleurs, c'est la question, comment, dans vos trajectoires, comment vous avez pu un jour décider d'ouvrir un magasin, surtout que le Limousin est quand même pas le plus grand terroir de France, quoi. Justement, moi j'avais envie de faire le pari. Quand j'ai ouvert ma société, il y a une bonne femme de Bordeaux, de la CCI de Bordeaux, que je remercie si elle écoute ce podcast, mais je ne pense pas, qui m'a dit, votre truc va pas marcher, il faut faire de l'agroalimentaire, et puis vu que vous faites du terroir, vous n'aurez pas de financement. Et alors je l'ai remercié, je lui ai dit, écoutez, on se reverra dans 3 ans, vous m'avez donné une force phénoménale. C'est dommage que vous n'ayez pas envie. Contraire, bien sûr. C'est dommage que vous n'ayez pas envie d'utiliser les fonds publics, parce que c'est pas votre argent pour soutenir une société. Je vous remercie, madame. Puis en plus, c'était une dame qui avait tout fait. Elle avait ouvert une ferme, une épicerie, voilà. Puis aujourd'hui, elle était dans une CCI. Bon, je crois qu'elle avait raté en fait ce qu'elle avait entrepris, et elle avait envie de transmettre en fait ce dégoût, cette envie d'échec. Et donc, cette frustration, c'est de la frustration. Alors cette dame, elle m'a donné une force incommensurable. Il faudrait que tu lui envoies le lien vers le podcast. Exactement. Petite dédicace. Et puis, je crois que j'avais envie de faire un truc difficile. Et j'avais envie de rendre hommage à mes racines, tout simplement. En fait, je pense que ce qui nous anime, c'est vraiment cette idée de challenge et de se prouver aussi à soi. Alors après, ça peut avoir des ressorts psychologiques, mais de se prouver à soi qu'on peut aller jusqu'au bout de ce qu'on veut. Et en général, quand on se donne les moyens, on y arrive. Ouais. Alors c'était très sérieux. Comment on peut quitter une agence pareil du confort et puis se dire, attends, je me jette à l'eau, quoi. J'avais envie d'être libre, de défendre ce en quoi je crois. Tu vois, tu disais tout à l'heure, Coca, chez moi, c'est pas possible. Bah, moi, aujourd'hui, je peux choisir les marques pour lesquelles je travaille. Ouais. Je peux choisir les équipes avec lesquelles je travaille. Et je n'ai personne au-dessus de moi qui va me dire ce que tu fais, ça va pas marcher. Ouais. Exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, cette liberté, c'est une infinie source de joie, c'est un moteur. J'ai eu peur de me lancer. J'ai eu peur parce que mon mari est aussi freelance, qu'il y a les pressions parentales. Les 2 freelances dans le couple, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et puis en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu risques ? De toute façon, tu as 40 ans, tu as déjà 20 ans d'expérience derrière toi. Si ça ne marche pas, tu feras autre chose. Et aujourd'hui, cette liberté, cette possibilité de faire ma propre feuille de route, fait qu'aujourd'hui, quand je vais travailler, j'ai pas l'impression de travailler. Alors, pour clôturer sur ce qu'on dit là, parce qu'après on va faire un petit jeu, c'est Mark Zuckerberg qui disait « Le plus grand risque, c'est de ne prendre aucun risque ». Je pense que voilà, notre cheminement aussi fait que
Moi, pour ma partie, c'est vrai que j'étais prof. Je me suis lancée dans le métier de chef il y a 8 ans et demi. Je suis fière de dire que j'ai aucune formation, j'ai fait aucune école. Et 8 ans et demi, ça marche très bien. Je m'éclate. Les clients sont contents. Et je pense que c'est aussi un modèle de détermination. C'est pas on n'est pas là pour s'auto-congratuler, mais on est là pour dire que tout est possible aussi quand on se donne les moyens, qu'on a l'énergie et la conviction que ça va marcher. Et moi, c'est vrai que quand je me suis lancée, plein de gens m'ont dit « frappe shit ». Et je suis là avec vous. Alors, pour un petit peu plus de légèreté, je vous invite à prendre dans mon petit pochon. Alors, on va commencer par Sophie. Alors, Pochon, c'est quelle région, ça? Pochon. Écoute, j'ai des racines du Nord. Du Nord. Alors, le Pochon est une petite couche. Alors, vous allez en choisir 3. C'est des questions courtes. Vous répondez tout de suite du tac au tac. Si vous avez envie de dire une petite anecdote. Donc là, on n'est plus libre. Hein. Maintenant, on n'est plus libre. Non, vous n'êtes plus libre. J'ai pris les 3. On doit enchaîner les 3 questions. Vous enchaînez les 3 chacun. Je crois que tu as triché. On va faire Sophie. On ne regarde pas. On regarde Sophie, Damien, Florian. Allez, Sophie. Allez, j'en ai encore 2 à prendre. Voilà. Ah oui, on est vraiment dans la bouffe. Hein. Ah bah oui, c'est un peu le point commun. On est obligé de répondre? Oui. D'accord. Et si vous avez un petit truc à rajouter, n'hésitez pas. Allez, Sophie. C'est pas facile. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Bordelais. Citron vert ou citron jaune? Citron vert. Pourquoi? Est-ce que ça t'évoque? Oui, ça peut vous évoquer quelque chose. Il y a une sucrosité dans le citron vert qui me plaît plus que le citron jaune. Tout simplement. Le zeste est plus parfumé. Voilà. Génoise ou dacquoise? Génoise. Damien? Vin blanc ou vin rouge? Avant, c'était le vin rouge, mais je commence à aimer le blanc, en fait. Et puis, un vin blanc sec, minéral, c'est vrai qu'à l'apéro, c'est pas mal. Qui pourrait très bien aller avec la deuxième question. Parce qu'on pense toujours vin rouge, terrine ou rillette. J'avoue, j'aime tout, bien évidemment, mais une rillette de canard, quand même, c'est quand même pas mal. Ouais, on valide. Là, alors c'est quoi une vraie rillette? La texture d'une vraie rillette? C'est une célèbre marque de rillettes. C'est tartinable. Alors après, ça dépend des fibres, tu vois. Ouais. Si tu aimes beaucoup de fibres ou pas. C'est un taux de gras. Ouais, c'est ça, bien mixé ou pas. Pas trop, bien mixé, etc. C'est super. C'est pas si simple à faire. Non, c'est pas si simple. Il faut surtout que ce soit très bien assaisonné. C'est-à-dire que c'est du gras, de la chair. Mais ce qui est compliqué, c'est de les lier ensemble et de vraiment d'avoir un truc un peu bien parfumé. Donc, c'est poivre noir, puis moi, toujours, je vais vous dire, romarin, laurier, d'accord. Et puis après, éclair ou tartelette. Alors, moi, c'est tartelette parce que il y a un an, je vais dans une pâtisserie à côté dans le 10e. Je vois une tartelette aux fraises, toute simple, sans glaçage, sans rien. Je la prends. Je la mange, je pleure. J'avais la larme de bonheur. Ça faisait 15 ans que j'avais pas eu d'émotion j'aime pas beaucoup la pâtisserie. C'était simplement une pâte sucrée, une crème d'amande à la fleur d'oranger, des fraises exceptionnelles. Et dessous, il y avait une petite pulpe de fraises. C'était sublime. Et du coup, ça a été ma Madeleine de Proust pendant un an, je pensais, parce qu'il fallait attendre que les fraises reviennent. Tu fais exprès, on est en connexion, parce qu'après, j'ai une question sur la Madeleine de Proust. Et donc, j'ai attendu un an, et après, il y a eu un petit événement un peu familial, et là, j'ai commandé 20 tartelettes aux fraises pour faire partager on est d'accord que ce n'était pas en décembre, du coup, cette tartelette aux fraises. Non, c'était exactement en juillet. C'est quoi la vraie saison de la fraise? Alors, il faut comprendre que malheureusement, les fraises poussent plus dans la terre. 97 ou 98. Sauf chez Fertile. Voilà. Et sauf au restaurant, d'accord. Et parce que nous, on ne prend que des produits qui poussent dans la terre, sinon on n'en prend pas. Et à part la ferme urbaine, on est une ferme urbaine et on essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec eux. Et le résultat de nu est vraiment très intéressant. Et c'est des fraises plein champ. Moi mais j'ai des grandes émotions. Des fois, au mois d'août, dans le Périgord, j'ai des fraises extraordinaires. C'est incroyable. Mais c'est des fraises qui poussent dans la terre. Elles sont meilleures. Elles sont largement meilleures. Cuisine asiatique ou méditerranéenne? Alors, je serais tenté de dire asiatique, mais pas celle que l'on connaît, forcément. J'ai fait d'ailleurs un petit tour au Japon, en Corée du Sud. Et on n'a jamais mangé de cuisine asiatique en France. Coquillettes ou spaghetti? Spaghetti, parce que j'aime bien mettre du bœuf, du limousin et de la tomate devant. Une sorte de bolognaise. Exactement, une sorte de bolognaise. Mangue ou ananas? Alors là, cette question, elle est un peu terrible, parce que je serais tenté de dire les deux,
Mais une mangue bien mûre, c'est assez rare, une mangue bien mûre, c'est plutôt réconfortant. Voilà. Très bien. Merci. Donc, j'ai envie que vous en tiriez encore un. Une pour toi. Alors, Pour une toi. pour moi, ok. 3, vas-y, tu me choisis 3. Tac. J'espère que ce sera difficile. Hein. J'aime les challenges, tiens. Hop. Alors, oh là, Tu vois, c'est bien pour moi ça. Amaretto ou Grand Marnier? Et pourquoi? J'adore le côté amande plus que orange. Et c'est Un vrai péché que mignon. Ouais. Cèpe ou morille? Cèpe. Il y a beaucoup de cèpes en Limousin. Hein. Ah oui. Bec salé ou bec sucré? Non, je suis très bec salé, donc moi la rillette, ça me parle même à 5h du matin sans aucun problème. Alors cette histoire de bec, elle vient d'où? Il y a une petite histoire de dire- cette expression? Je connais Je pas. ne connais pas du tout. Tu la connais, non? Bah non, mais on a une prof de français, alors je me suis dit qu'on Bim. aurait... Merci de me mettre en défaut. un joli article. Mais arrête, Ouais. non, C'était un le clin bec, d'œil. Hein. Non, c'est vrai. C'est la bouche. Oui, je sais pas. Becté, à mon avis, c'est l'oiseau, manger un petit peu comme un animal, manger plus vite. Mais il n'y a pas une petite fable ou un... Non, mais la fable. Ah, on va regarder Google, on va demander à Google. Alors, Bon, je continue du coup. On est connecté en direct. Alors, Ouais, la dernière question que je voudrais vous poser, c'était, je vais vous en donner une différente. Sophie, ce qu'il y a toujours dans ton réfrigérateur? De la burrata. Explique-nous ce que c'est que la burrata, parce que peut-être certaines personnes ne savent pas. C'est la partie crémeuse de la mozzarella. C'est extrêmement onctueux. Une bonne burrata est très goûteuse. Et j'en ai très souvent parce que le soir, surtout dans la saison estivale, j'adore improviser des salades. Il n'y a rien de plus simple à préparer. Avec un trait d'huile d'olive, une petite fleur de sel et un tour de poivre. C'est magnifique. Parfait. Florian, le plat régional auquel auquel tu ne peux pas résister. Mais on ne parle pas du Limousin. Hors Limousin. Non, hors Limousin. Hachis parmentier peut-être? Quelque chose de très lourd. Enfin, je suis très gourmand, hein. C'est aussi pour ça que j'ai créé une épicerie, mais j'aime bien un plat chaud qui se mange bien chaud, justement. Avec une bonne purée. Exactement, et beaucoup de générosité dans la part qui est dans une assiette en porcelaine. Alors, chef Damien, est-ce qu'on trouve bec salé, bec sucré? Non, on n'a pas. j'ai du mal. Bon, alors la dernière question, elle est Ça pour vient de toi. Lyon. Ça vient de Lyon, mais j'ai pas de. Ah d'accord. Ouais. Le plat de brasserie pour lequel tu es monomaniaque? Oh, la brasserie. Moi, souvent, je trouve pas ce que je veux dans une brasserie, c'est pas toujours terrible. Monomaniaque. C'est-à-dire, Non, mais oui. dans une brasserie, tu as toujours envie de prendre quelque chose. Ça peut être le croque. C'est trop mauvais pour que je tente. C'est très très rare que je tente. Je serais tenté de dire des frites maison, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Mais sauf que 80% du temps, je suis déçu. Donc, ça serait un plat de bistrot alors. Alors bistrot. Parce que la brasserie, franchement, elle a été trop galvaudée. Si je veux un plat de brasserie, de bistrot réussi, je vais prendre un riz au lait. Alors 80% du temps, je suis déçu, parce que je trouve que c'est pas bon. Mais je dirais le riz au lait de la Mijan. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. C'est exceptionnel. C'est un riz au lait allégé avec une crème fouettée, avec une mousse caramel et une nougatine. Alors le secret de cette nougatine, c'est une nougatine un petit peu salée avec de la noix dedans. C'est extraordinaire. Dédicace à la Mijan. Ok. Voilà, un riz au lait réussi. Dédicace à la Mijan. Alors, pour conclure cette session de convivialité très gourmande, un passage de la littérature proustienne qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur le gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Alors, tu as anticipé tout à l'heure. C'est beau. Trop beau. C'est beau. Ah, c'est exceptionnel. Donc, pour vous, quelle est votre Madeleine de Proust? Dur. Et ça, je ne vous l'ai pas posé en off. Alors moi, je l'aime, ma Madeleine de Proust. Parce que c'est un souvenir de ma grand-mère. Quand j'allais chez elle en vacances, le premier jour des vacances, elle faisait toujours des latkes, qui est un plat
juif ashkénaze, parce que mon grand-père était juif. Et donc, c'est des petites galettes de pommes de terre avec la pomme de terre râpée, de l'oignon râpé, de la farine et un jaune d'œuf. Ouais. On mélange tout ça et on en fait des fines galettes que l'on fait frire à la poêle dans de l'huile. Et voilà, c'est forcément... Et mettez de la confiture dessus ou... On mangeait ça en salé. Pour toi, c'était le départ des vacances. Ouais, le premier jour des vacances, c'était les latkes chez papy, mamie. Alors comment ça s'écrit ? Et c'est marrant. On le trouve partout. C'est repris, partout. Comment ça s'écrit, Sophie ? Latkeus. D'accord. Alors, ça s'appelle la crique. D'accord, la galette aux pommes de terre. Ça s'appelle la galette aux pommes de terre. C'est un plat modeste de pauvre, c'est-à-dire que c'est un plat vraiment avec 3 fois rien. Enfin, c'est génial, c'est hyper bon. Alors toi, du coup, tu nous l'as déjà dit, la madeleine. Est-ce que tu en aurais une autre ? Ah non, la tarte aux fraises, c'est arrivé trop tard dans ma vie pour que ce soit ma madeleine. Alors, dis-nous ta vraie Madeleine de Proust. Alors ma madeleine, alors je viens d'une famille nombreuse, etc. Dans le Sud-Ouest, et une fois par an, à l'Intermarché de mon petit village, il y avait des Rita. Alors les Rita, c'est des gaufres du Nord. Alors on était dans le Sud-Ouest. Et ma maman avait ce souvenir d'enfance et de ces gaufres, tu sais, comme Mers, des gaufres plates avec plein de sucre dégueulasse à l'intérieur, tu vois. et du faux sucre. Comme nous, on était quand même une famille modeste, etc. Une fois par an, comme elle voyait à l'Intermarché une promotion sur ces galettes qui n'étaient jamais, ces galettes du Nord qui n'étaient jamais dans le Sud-Ouest. Je sais pas, il doit y avoir une quinzaine Schnorr, un truc comme ça dans le truc. Et elle achetait 4, 5, 10 sachets, parce qu'on était 4 frères, j'avais 4 frères. Et donc, du coup, là, on se gaufrait de gaufres. Et aujourd'hui, je peux pas passer devant ces gaufres sans penser à ma maman. Je les goûte toujours, c'est toujours aussi mauvais. Mais ça fait toujours penser à ma maman. Donc, au final, c'est très bon, quoi. Sophie, ta grand-mère s'appelle ? Thérèse. Ta maman ? Ma maman s'appelle Nicole. Quelle est ta Madeleine de Proust, Florian ? J'ai envie de rendre hommage à ma grand-mère qui ne faisait que cuisiner. Enfin, je veux dire, du matin au soir, elle cuisinait. Et j'arrive pas à les refaire comme elle. C'est les beignets fleurs d'acacia. Ah oui. C'est tout bête à faire, enfin, si je peux me permettre, mais c'était parfumé. C'était gourmand, forcément, parce que c'est un beignet. Il y avait saupoudré de sucre, mais pas trop, et en même temps assez pour que ça donne envie d'y revenir. Et en fait, c'est accessible à tous, mais j'arrive pas à les refaire. Alors Chantal, si tu m'entends... Elle est cuisinée de là-haut. Elle est cuisinée en grappe ? Oui, exactement. C'est incroyable. C'est genre pas longtemps en plus. Hein. C'est éphémère. La fleur d'acacia, c'est super éphémère. Exactement. Et puis je me rappelle, ils récoltaient aussi les pissenlits pour en faire des salades. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on a ce monde perdu qui va revenir. Hein, qui va revenir, ce monde perdu des cueilleurs sauvages où naturellement ta grand-mère elle allait ramasser les fleurs d'acacia, les pissenlits, le sureau, etc. Et ça commence à revenir. Et je me suis baladé en Auvergne récemment et j'ai rencontré la dernière coopérative de cueilleurs sauvages. Ah ouais. Donc ils sont une trentaine et ils vivent que de la cueillette sauvage. Ils font par période. Ils commencent par les asperges sauvages, l'ail des ours, etc. Puis ils suivent la saison, toute la saison jusqu'en automne. Et ils ont des concessions, des carrés où ils des droits et ils récoltent, ils sèchent et ils vendent à la coopérative. Et la coopérative va vendre à la pharmacie tout ce qui est pharmacie bio, etc. Et il y a encore 20 ou 30 cueilleurs sauvages en France et dans cette coopérative qui est extraordinaire en Auvergne. Mais si on peut en rajouter une autre, c'est des petits cèpes poêlés, c'est quand même sympa. Alors, des cèpes poêlés à hypersil, on est d'accord ? Exactement. Alors, désolé, exactement. Mais ça va pas te plaire, ça s'appelle des cèpes à la bordelaise. Personne n'est parfait. Et moi, je rendrais hommage à ma grand-mère, Janine. Décidément. Voilà, mais qui est encore de ce monde, 97 ans. Des noms qui sont datés, hein. C'est ça. Des prénoms. Et moi, ma Madeleine de Proust, c'est ses bugnes. Ah oui. Voilà, des bugnes, tout simplement. Voilà, baignées avec du sucre glace. Et récemment, on a fait avec ma fille de 13 ans. Et voilà, les 3 générations. Tu fais une entorse, là, c'est du sucré. C'est vrai. Alors attention, parce que c'est extraordinaire, parce que les 4 plats qu'on a cités, c'est 4 plats un peu gras. C'est vrai. Voilà. 2 fritures. On a 3 fritures. Voilà. Et moi, c'est les gaufres, c'est pas une friture, mais il y a du gras et du sucre. Mais le gras, c'est la vie, non ? Le gras, c'est la vie. On a dit, mon podcast s'appelle Passion sans modération, Passion sans modération. Là, il n'y a aucune modération. Et effectivement, je pense que la gourmandise est sans modération. Non, alors moi, ma Madeleine de Proust, c'est un plat vegan.
Alors, on n'y croit pas une seule seconde. Alors, pour la petite histoire, j'ai vendu à des véganes sur un marché parisien du saucisson de cochon cunois. Non. Je leur ai dit, mais vous êtes végane, vous venez de me le dire. Enfin, c'est bon, c'est pour moi. Ah, d'accord. J'adore terminer là-dessus. À sauver un vegan. Ah, c'est ça. Alors, en tout cas, merci à vous trois pour ce moment qui a su faire émerger de belles énergies, de belles convictions intérieures. Pour moi, notre échange, le premier podcast, a eu beaucoup de sens. Votre identité est belle et je pense que vous avez beaucoup inspiré celles et ceux qui ont suivi l'épisode. Donc, merci infiniment à toi, Florian. Merci à toi, surtout. À toi, Damien. C'est déjà fini ? Oui, c'est déjà fini. Et à toi, Sophie. Avec plaisir, merci Virginie. À bientôt. À bientôt. Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!